Alors, favoriser l'innovation, ça c'est vraiment un des facteurs clés. Alors, donc quelques chiffres, là, 19 000 employés. Au Googleplex, il y a 17 cafétérias gratuites, tu peux manger à n'importe quelle heure de la journée. Et à Paris, c'est pareil. Pour les employés, à Paris, on est dans l'esprit Google. C'est des. Alors, Place de l'Opéra, c'est des bâtiments un peu chics, hein, c'est pas un préfabriqué de la tour. Mais tout est gratuit. Il y a des distributeurs de boissons, de friandises, la cantine, tout est gratuit. Tout est fait pour que l'employé se sente le mieux possible au bureau. Et puis qu'il y reste le soir, qu'il y revienne le week-end, qu'il se connecte au pays. Donc rien n'empêche tout ça. La garderie pour les enfants, les femmes enceintes, les plateaux repas apportés à domicile pour les maternités. Enfin, au niveau social, c'est ça. Le but, c'est de capitaliser sur leurs salariés. Ils ont extrêmement peu de turnover pour une boîte de cette taille. Bon, on a la répartition des employés. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que 38% des employés sont affectés à la recherche et développement. C'est un chiffre anormalement élevé. Une boîte qui investit beaucoup en R&D, généralement, on plafonne à 20% des effectifs. On a l'arrêt, il faut du cash pour financer ça. On va voir tout à l'heure qu'il manque pas de cash. On a les choses des employés, c'est intéressant. Alors, ce que je veux revenir, moi, c'est sur cette partie. L'innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 5 jours dans la semaine, un employé Google travaille 4 jours pour Google, et un jour, il fait ce qu'il veut. Un jour, il fait ce qu'il veut, ça veut dire que, voilà, quelque part, il fallait directement pour Google, mais le gars qui a une idée, on lui donne du temps, on lui donne 20% de son temps pour explorer son idée, faire un prototype, essayer de le vendre aux autres, monter des groupes projets, etc. Ça, je n'ai pas connaissance de boîte en France qui font ça. Tout le monde est occupé à 100, 20%. Donc là, il y a 20% du temps qui est dédié à l'innovation. Et la plupart des bonnes idées qui sortent dans les produits Google viennent de ça. C'est le gars qui était à la piscine entre midi et 2 qui a pensé à un truc et l'après-midi il a passé à expérimenter son truc et il a laissé ses projets. Voilà, ce qu'ils disent, c'est que 50% des produits sont issus, des bonnes idées dans les produits sont issus de ces 20% de temps passé à faire autre chose que le travail de produit. Là on est dans l'esprit Google, on a du mal à comprendre, je pense, mais j'ai pu le mesurer à moindre échelle sur le site de Paris, mais on sent vraiment pas, il y a cette atmosphère qui n'est pas normale. Les 20%, c'est à jouer systématiquement ou c'est que pour les gens qui ont des idées? Tout le monde. Ah oui, c'est... Alors du principe que tout le monde peut avoir une bonne idée. Voilà. D'ailleurs, la plupart des innovations générales viennent de quelqu'un qui a une idée comme ça. Alors un petit schéma. C'est la diapo, à mon sens, c'est la diapo la plus intéressante de l'heure. Je ne devrais pas dire ça, tout le monde va sortir après. Alors je ne parle pas directement de Google, je parle du principe de l'innovation. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, rendons à César ce qui est à César, c'est un Américain qui s'appelle Christensen, dont c'est le dada de faire des études et des bouquins sur l'innovation. Donc c'est un schéma qui résume, qui synthétise ce qui plonge à l'innovation. Donc ce que dit Christensen, c'est que globalement, n'importe quelle technologie, au fil du temps, évolue. La capacité d'un disque dur. Il y a 10 ans, on était super content d'avoir un disque dur de 20 MB. Maintenant, on parle en giga, demain en téra. Les appareils photo numériques, plus le temps passe, plus on a de millions de pixels, de capacité de zoom, etc. D'accord ? On peut prendre pratiquement dans n'importe quelle technologie, on a le principe d'innovation continue. On fait toujours mieux, on rajoute des fonctionnalités, de la performance, etc. Ce que dit Christensen aussi, c'est qu'en parallèle de ça, le besoin de l'utilisateur, du consommateur, lui, croît moins vite que les produits évoluent. Et globalement, pour la demande est distribuée, il y a des gens pour qui un appareil photo 2 millions de pixels, ça va suffire, ma grand-mère, puis il y a des pros qui vont vouloir un truc TikTok, Nikon, Reflex, etc. Mais globalement, la technologie évolue plus vite que la demande. Alors des exemples pour mettre ça, pour comprendre ça. On va rester dans l'objet de l'informatique parce que ce soir on parle d'informatique, mais si on prend par exemple l'autonomie des PC portables. Aujourd'hui on peut dire qu'on est encore en deçà de l'attente utilisateur. Un PC portable, on va trouver une autonomie à 4 heures, par exemple 4 heures, 6 heures. Si demain quelqu'un me vend un portable un peu plus cher mais où j'ai 12 heures d'autonomie, je vais l'acheter. Je suis content, je suis plus limité à 2 heures ou 4 heures d'autonomie. Distance Wi-Fi c'est pareil. Quand je suis l'été au bord de la piscine sur mon transat et que je ne peux pas capter ma Freebox qui est dans la maison, ça m'énerve. D'accord ? Donc là, on voit que la technologie n'est pas encore tout à fait au niveau des attentes de l'utilisateur. Puis à un moment donné, on va arriver au point d'équilibre. Par exemple, pour l'autonomie d'un PC portable, je pense que ça va se limiter à 10-15 heures
voilà, je vais pas payer plus cher un portable parce qu'il aura plus de 15 heures d'autonomie. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas besoin. Et puis on va avoir des produits qui vont être surdimensionnés par rapport aux attentes des utilisateurs. Alors c'est volontairement un peu provocateur, on parle de Google, donc ils aiment bien taquiner un peu Microsoft. Mais c'est vrai que c'est un peu le cas. Si vous regardez l'échec de Windows Vista, dans les entreprises ou même dans le grand public, pourquoi, surtout dans les entreprises, pourquoi repayer un Windows Vista alors que ça ne va pas m'apporter grand chose et que globalement il faut que je change tous mes PC parce qu'ils ne sont pas assez puissants pour faire tourner Windows Vista. Et c'est moins stable. Windows XP, ouais, c'est simple, c'est efficace, ça prend pas trop de ressources, ça marche bien, pourquoi je changerais? Échec de Vista. Aujourd'hui, on voit les nouvelles versions d'Office 2010, Exchange 2010, etc. Est-ce que vraiment, l'utilisateur, pour faire taper un compte rendu de réunion ou pour faire un tableau de génération, Office 2010? Bon, d'accord. Donc on arrive sur des produits qui sont sur ça. Alors ceux qui Chris Hayten, donc c'est là que ça va. Donc Google, eux, ils aimeraient bien venir sur ces secteurs. Donc ce que dit Chris Hayten, c'est qu'aujourd'hui, si on veut innover, il ne faut pas attaquer de front les gens qui sont déjà installés sur le marché depuis des années et qui ont le monopole. L'exemple, on va sortir un peu d'informatique, on peut parler d'industrie automobile. Si on parle de véhicules de luxe aujourd'hui, BMW, Audi, Mercedes. Les constructeurs français qui s'y sont essayés, Peugeot, Renault, Citroën, pas Citroën C6 par exemple, ils ont eu beaucoup des Citroën C6. Un ministre, un gars qui bosse chez Citroën, personne n'a de C6. Donc échec, ils n'ont pas réussi à implanter, ils n'ont pas réussi à percer le marché des véhicules de luxe avec des marques françaises. Donc pour y arriver, il va falloir être en rupture. Et là on n'est plus dans l'innovation continue, on va être dans un modèle, il faut arriver à trouver un modèle radicalement différent pour que ça marche. Exemple dans l'automobile, on dit le marché de l'industrie de l'automobile, c'est la crise, ça marche mal, etc. Il y a un contre-exemple flagrant, c'est Logan, la filiale low cost de Renault, enfin Logan Dacia, ou le nouveau 4x4 Duster, je crois que ça s'appelle, je suis pas un spécialiste de l'automobile. Si aujourd'hui vous commandez un Duster, vous l'aurez dans 6 mois. Les carnets de commandes sont archi pleins. Si vous commandez à la fin de l'année, il prévoit qu'il va falloir attendre 1 an pour avoir le truc. Alors pourquoi c'est un tel succès? Parce que pour 15 000 €, au lieu de 45 000 60 000 € pour un BM ou un Audi, pour 15 000 €, vous allez avoir un 4x4 qui a un goût sympa, c'est spacieux, il y a un niveau de confort, et d'équipement qui suffit largement à la plupart des gens. Donc là, ils sont en rupture complète. Ils ont arrivé à faire un produit à très long, à un prix défiant toute concurrence. Innovation de rupture. D'accord? Transposé dans l'informatique et à Google, ce qu'ils veulent faire, c'est s'implanter sur le marché des systèmes d'exploitation. Comment faire pour sortir Windows? Sur le marché des navigateurs, comment faire pour perturber un peu Internet Explorer et Firefox? S'implanter sur le marché des téléphones mobiles. Comment faire pour détrôner l'iPhone et BlackBerry, etc. S'implanter sur le marché de la messagerie du collaboratif. Comment faire pour sortir Exchange ou Lotus Notes. Par innovation de rupture. Alors, dans l'informatique, il y a une innovation de rupture actuellement un peu plus générique qui est en train de pointer. Vous avez dû en entendre parler. Bon, c'est des gros mots. Le cloud computing, le SaaS. Donc, cloud computing, si on traduit en français, c'est l'informatique dans le nuage. C'est facile à comprendre. C'est au lieu d'avoir l'informatique dans mon entreprise, c'est que je vais tout mettre sur Internet, plus rien chez moi, tout sur Internet, chez des gens dont c'est le métier. Google, c'est le cas, mais ce n'est pas les seuls. Amazon, IBM, Microsoft, etc. Et du coup, moi, j'ai juste besoin d'un PC, d'une connexion Internet, et c'est tout. Ça, c'est super, ça coûte beaucoup moins cher. Et pour faire de la messagerie, le métier des entreprises, c'est pas de faire de la messagerie, c'est de faire leur métier. Aujourd'hui, ils dépensent un budget assez important à faire de la messagerie, alors qu'avec le cloud, ils pourraient faire autre chose. Alors pourquoi c'est de la rupture? C'est parce que pour l'instant, le cloud, c'est un modèle émergent. C'est un modèle qui va percer dans les mois et les années qui viennent. Mais on est encore à un niveau de maturité qui est en dessous de la demande. Donc pour conclure sur cette partie-là, un chef d'entreprise, un directeur informatique, qui a le choix entre dire est-ce que je migre vers Office 2010 ou est-ce que je démarre avec Google Apps? Parce que Google, ce que je dis moi aussi, parce que c'est bien. On prend l'image de l'aviation. À un moment donné, il y avait les avions à hélice, toujours plus performants, clac. Il y avait, je crois que c'était le Super Constellation, le dernier avion à hélice, tip-top, etc. qui a eu une durée de vie de 2-3 ans, puisqu'il est apparu ensuite l'avion à réaction. Donc, est-ce que j'achète le dernier avion à hélice ou est-ce que j'achète le premier avion à réaction? Qui n'est encore pas tout à fait au point, qui est un peu bruyant, il manque des fonctionnalités, machin, mais globalement, voilà, la ligne. Est-ce que j'achète une télé HD ou une télé couleur cathodique?
Donc voilà tout ce que dit Christensen dans des bouquins certainement passionnants, en anglais. Mais ça, je pense que ça résume bien l'esprit de Google. Ils sont toujours en innovation de rupture. Alors pour l'illustrer et revenir dans le sujet du soir. Pardon, le SaaS qui apparaissait sous le cloud, c'est quoi? Alors le SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ah. Globalement, ça veut dire, bah voilà, je n'installe plus de logiciel, j'utilise des logiciels sur Internet. C'est ce que vous faites en grand public. Vous avez un compte Yahoo, Gmail, vous faites de la recherche, vous avez Picasa pour les photos, YouTube pour les vidéos. Vous n'avez rien chez vous, vous utilisez des services sur Internet. Donc, le mot SaaS, c'est le mot transposé pour les entreprises. Alors Google Apps, on reviendra tout à l'heure sur ce que c'est, mais c'est le messagerie, bureautique, site web, vidéo, voilà, c'est un panel de fonctions de travail collaboratif orienté pour les entreprises. Bah là, on est complètement dans la rupture. Rupture puisqu'on est en mode tout hébergé chez Google, rien chez moi. Alors qu'aujourd'hui, si vous utilisez dans les entreprises Outlook ou Lotus Notes, ça veut dire qu'il y a des serveurs dans votre entreprise et il y a des gens qui sont venus installer le logiciel sur votre poste. Là, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Rupture sur le tarif, on n'est plus sur un mode où on paye des licences, mais c'est un abonnement par an, 40 € par an par utilisateur. Le chef d'entreprise, il sait que l'année prochaine, ça lui coûtera ça, et l'année d'après, ça lui coûtera ça. Et rupture sur les fonctionnalités. Certainement, certains d'entre vous utilisent Gmail, même à titre perso. Il faut savoir que le Gmail Pro et le Gmail public, c'est exactement le même logiciel. Donc là, il y a des innovations. Ce que dit Google, c'est on arrête de faire des dossiers pour classer les mails. On perd du temps à faire ça. J'ai de plus en plus de mails et je perds un temps fou à ranger mes mails et après, de toute façon, je n'arrive pas à les retrouver. Donc aujourd'hui, on va faire de la recherche. On va arrêter de classer, on va les rechercher. Et on va s'appuyer sur les capacités de recherche de Google.